Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Delphine Yaga et au nom de Suicide, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence qui va aborder une thématique d'actualité, la guerre en Ukraine et ses conséquences sur la sécurité alimentaire mondiale. Vous êtes nombreuses et nombreux à avoir manifesté votre intérêt à suivre cette conférence et nous vous en remercions chaleureusement. Cela montre aussi à quel point le sujet préoccupe, à quel point il est important de fournir des clés de compréhension et de trouver des pistes pour améliorer l'accès à une alimentation de qualité pour toutes et tous. On le constate depuis le début de la guerre en Ukraine, le prix de plusieurs denrées alimentaires de base augmente et cela se ressent particulièrement dans de nombreux pays du Sud. Les témoignages de nos équipes dans les 9 pays où Suicide intervient font état de situations certes variées, mais la tendance est partout la même. La pression sur les prix est forte, des produits disparaissent progressivement des étals et cela rend l'accès à la nourriture encore plus compliqué qu'il ne l'était déjà. Le blé, le maïs ou l'huile de tournesol, par exemple, sont devenus difficilement accessibles à certains pans de la population. Et la situation est particulièrement inquiétante sur le continent africain. Nous le verrons plus tard au travers du cas du Niger. La guerre en Ukraine et le bouleversement des chaînes d'approvisionnement mondiales impactent directement la sécurité alimentaire, mais ce ne sont pas là les seuls facteurs qui contribuent au risque de famine. Cette guerre, elle est venue exacerber des problèmes qui existaient déjà. On pense ici au changement climatique et aux phénomènes météorologiques extrêmes qui frappent particulièrement le Sud, avec par exemple des périodes de sécheresse intenses suivies de périodes de crues qui mettent à mal l'agriculture. On pense également à la pandémie de Covid qui a déstabilisé les économies locales, à la dépendance de notre système alimentaire aux énergies fossiles. Et on le voit, les causes sont multiples et elles mettent encore une fois en lumière la fragilité de notre système alimentaire et la nécessité de le réformer en profondeur. Dans le cadre de cette conférence, nous aurons la chance d'écouter deux intervenants qui nous livreront leur analyse. Giancarlo Ciri, directeur adjoint du Bureau du Programme alimentaire mondial à Genève, qui dressera notamment un état des lieux général de la situation. Et puis Mahaman Rabilou Abdou, responsable du Bureau de coordination de Suicide au Niger, qui nous parlera de la situation dans son pays et des pistes mises en place par Suicide, notamment au travers de l'agroécologie, pour améliorer la résilience et les perspectives des populations locales. Cette conférence sera modérée par Patricia Michaud, journaliste indépendante basée à Berne. Patricia Michaud se penche avec intérêt sur des thématiques à cheval entre la politique, l'économie et le développement durable. Sans plus attendre, je vais lui passer la parole afin qu'elle vous présente plus en détail le déroulement de cette conférence, mais également nos intervenants. Encore une fois, je vous remercie d'être si nombreuses et nombreux à cette conférence et je vous souhaite une excellente conférence. Merci. Merci, Delphine. Excusez-moi, on ne m'entendait pas. C'est bon. Merci Delphine pour cette introduction. Merci à nos deux intervenants du jour que je vous présenterai d'ici quelques minutes. Et merci à vous, cher public virtuel, d'avoir répondu si nombreux à l'appel. Je vous donne quelques informations pratiques sur le format de cette conférence-discussion. Elle durera environ 1 heure et pour votre information, elle est enregistrée. Donc, l'enregistrement sera disponible ultérieurement sur le site web de Suicide, ce qui veut dire que si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, être identifié, veuillez éteindre votre caméra. Et nous vous serions également reconnaissants de désactiver le son de vos micros durant la conférence pour éviter les interférences. Quant au format et au déroulement de cette heure en votre compagnie, dans un premier temps, la parole est donnée à nos deux intervenants qui vous présenteront d'une part le contexte général et d'autre part la situation plus spécifique au Niger. Et puis, nous aurons du temps pour vous passer la parole à vous, public virtuel. Vous pourrez poser vos questions à ce moment-là. Nous allons commencer par Giancarlo Ciri qui va donc nous dresser le contexte général dans lequel se trouve ou se déroule cette crise alimentaire mondiale. Giancarlo Ciri est actuellement directeur adjoint du Bureau mondial du Programme alimentaire mondial à Genève. Il a travaillé pendant environ 25 ans pour le PAM. Il a notamment servi au siège de Rome, a été représentant du PAM et directeur pays en République centrafricaine, au Yémen, en Mauritanie et au Niger. Il a également travaillé sur le terrain
à Sao Tomé et Principe au Cameroun et en Algérie. À noter qu'avant de rejoindre le PAM, Giancarlo Chiri a travaillé pendant 3 ans pour le Comité international de la Croix-Rouge au Kenya, en Somalie, en Bosnie, au Yémen. Giancarlo, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Patricia. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, super. Et puis, merci aussi, Delphine, pour l'introduction qui est vraiment en ligne avec ce dont je vais vous parler. D'abord, permettez-moi de m'excuser de vous présenter d'avoir une présentation en anglais, mais j'espère que en fait mes explications vous permettront d'accéder au contenu. Je crois qu'on peut commencer, Delphine, si on veut passer à la diapositive suivante. Voilà, alors je vais commencer à expliquer en fait ce que la guerre en Ukraine révèle et déclenche. Alors commençons avec le avant la guerre. En fait, et ce qu'on réalise, c'est que en fait, si on regarde les marchés des céréales au niveau mondial, c'est d'une concentration assez étonnante, en ce sens où un nombre limité de pays producteurs fournissent l'essentiel des exportations mondiales. En termes économiques, on appelle ça un peu un oligopole, et ça va évidemment un peu à rebours d'un certain bon sens. Si on faisait ça en finance, par exemple, ce serait hautement déconseillé. Donc, une forte concentration avec quelques exemples. Si on prend le blé, on a 7 pays qui font le 86% des exportations mondiales. On en a 5 pour les céréales en général, qui font 78% des exportations, et ainsi de suite. Donc, vous voyez les chiffres en termes de pourcentage, ils sont vraiment clairs. Forte concentration des marchés. Diapositive suivante. Alors, toujours avant la crise, on était déjà confronté à des problèmes logistiques majeurs, dus principalement à la pandémie Covid. Et donc, on a vu que les assurances pour le transport maritime et le coût en général ont fortement augmenté. Et cette crise, en fait, lorsqu'elle a éclaté, la guerre, elle a quand même bloqué 84 vaisseaux d'exportation de céréales qui, pour la plupart, sont toujours bloqués en mer Noire. Suivant. Voilà, alors ça, c'est les prix. Hein. Delphine, vous en parliez en introduction. Ça, c'est l'indice de prix de la FAO qui a commencé à être mesuré en 1990. Et puis, vous voyez la situation dans laquelle on se trouve en ce moment, c'est-à-dire que cet indice n'a jamais été aussi élevé. Et donc, ça, c'est toutes denrées alimentaires confondues, au-delà donc des simples céréales. Vous voyez qu'il y a eu, merci, qu'il y a eu déjà en fait des augmentations de prix majeures. On a un premier pic en 2008 et un deuxième pic en 2011. Ces deux pics, je pense que c'est important de le souligner, ont conduit certes à des problèmes d'insécurité alimentaire au niveau mondial, mais aussi à une instabilité politique très forte. Vous vous peut-être souvenez de 2008, il y a eu des émeutes de la faim. Et en 2011, en fait, cette augmentation des prix est un des déclencheurs des printemps arabes. Suivant. Diapositive suivante. Voilà. Donc, aussi, ce qu'on essaye de dire, c'est que cette crise actuelle,
elle n'éclate pas au milieu de nulle part dans un contexte qui serait complètement vierge où tout irait très bien. Ça n'allait déjà pas bien avant la guerre en Ukraine. On avait déjà un phénomène inflationniste avant la guerre, avec des inflations à 15% dans 51 pays. On avait un problème pour un grand nombre de pays aussi, et principalement des pays du Sud, de taux de change qui se dépréciaient assez fortement, des pertes d'emplois principalement dues au Covid. Là encore, vous voyez les chiffres, c'est 258 millions en 2020, 125 en 2021, 52 millions en 2022. Aussi, ce dont on ne parle pas assez, c'est que bon nombre de pays à revenus bas étaient déjà dans un problème de dette, de soutenabilité de leur dette, puisque le 60% de ces pays à bas revenus étaient proches d'une situation de détresse, voire de banqueroute, en fait. Et puis aussi, à titre de rappel, je pense que c'est important, c'est que durant la période Covid, on a vu les différents gouvernements injecter des sommes faramineuses pour répondre à la pandémie et surtout à ses effets économiques. Là, en anglais, on dit trillion, c'est donc des billions, en français. Suite. Une comparaison utile aussi, j'ai parlé de 2008, quand il y a eu une augmentation du prix des denrées alimentaires comparable à celle que nous voyons aujourd'hui, mais il y a des grandes différences. Et les grandes différences, c'est que le nombre de conflits en 2008 était bien moindre qu'il n'est aujourd'hui. La volatilité des marchés était moindre et il n'y avait pas de pandémie. Donc aujourd'hui, on est dans une situation qui, en comparaison de 2008, est bien pire, et toujours avant la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que depuis 2008, on a eu la Syrie, le Yémen, l'Éthiopie, le Nord Nigeria comme conflit majeur et crise humanitaire majeure. On a des problèmes climatiques qui maintenant se manifestent de façon beaucoup plus évidente qu'à l'époque, avec des sécheresses successives et une variabilité, une volatilité des phénomènes climatiques qui va augmentant. Et puis, on a eu le Covid entre-temps. Ça a entraîné des pertes de revenus conséquentes, une inflation record. On parle de plus haut niveau d'inflation depuis 40 ans. C'est donc sérieux. Alors, toute la chaîne d'approvisionnement globale a aussi été perturbée. Vous vous souvenez certainement les compagnies aériennes qui n'ont plus opéré, qui ne pouvaient plus opérer, pour donner un exemple. Et puis aussi ce retour du problème de la dette. Donc, vous voyez deux situations qui sont différentes et de manière significative et qui sont bien pires aujourd'hui. Suivant. Alors, le slide précédent, la diapositive précédente l'évoquait, c'est qu'en fait, on parle de la crise des 4 C. Les causes profondes de la crise dans laquelle nous sommes tiennent en 4 C. Ils tiennent au conflit, à leur augmentation, au phénomène climatique, à la Covid et au coût ou à l'inflation. Et ça fait ce que certains appellent une tempête parfaite. Ça fait que ces éléments-là ne s'additionnent pas, mais se factorisent plutôt. Et donc, c'est une situation, encore une fois, sans précédent. Suivant. Voilà, alors là, je l'aime assez cette diapositive parce qu'elle montre en fait
désolé, je ne devrais pas dire que je l'aime assez parce qu'elle illustre bien la situation qui est assez catastrophique. Si on remonte à 2019, on avait 135 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire sévère. Okay, c'est déjà beaucoup. Je peux vous demander juste un instant? Je m'excuse, petite interférence de bruit. Donc, 135 millions en insécurité alimentaire sévère. Et cette insécurité alimentaire est une insécurité alimentaire qui met les personnes dans un risque immédiat au niveau de leur santé. Okay, ce n'est pas l'insécurité alimentaire chronique, c'est quelque chose qui demande une réponse immédiate. Donc, on voit comment ce chiffre augmente déjà dans le temps. Et ça nous amène à 2022, où on a quand même 298 millions de personnes, d'après les calculs du PAM, dans 82 pays, qui sont en insécurité alimentaire sévère. Vous voyez, on flirte avec presque un triplement. Hein. Et alors maintenant, ce que le conflit en Ukraine nous amène, c'est une détérioration continue de cette situation, mais là, on ne peut que parler d'estimation. Et donc, nos économistes maison ont développé un modèle et ont fait une estimation. Et le scénario le plus probable, qui est celui d'une continuation de la guerre en Ukraine, nous amènerait au chiffre astronomique de 345 millions de personnes en insécurité alimentaire sévère d'ici la fin de l'année. Slide suivant. Donc là, on revoit un peu le même phénomène, mais sous le prisme du nombre de bénéficiaires. J'arrive bientôt à la fin. Et on voit l'évolution du nombre de personnes affectées que le PAM essaye d'aider et de prendre en charge. Et on voit qu'évidemment, il doit suivre quelque part l'augmentation du nombre des personnes en insécurité alimentaire, et on passe donc de 97 millions de personnes à assister en 2019 à cette année un objectif assez ambitieux, je dois vous le dire, de 152 millions. Peut-être ce qu'il est aussi intéressant et important de noter, c'est qu'on fait face à une crise de financement. Ça affecte le PAM, mais ça affecte toute la communauté humanitaire qui est sans précédent. C'est-à-dire que la distance entre les besoins et les financements ne fait que s'accroître et atteint des niveaux qui sont pratiquement presque insoutenables, puisque nos estimations sont que d'ici la fin de l'année, il manquera, rien que pour le PAM, 10 milliards de dollars à l'appel pour répondre à cette situation d'insécurité alimentaire au niveau mondial. Important de noter aussi que cette augmentation des coûts en général renchérit nos opérations, tout comme les opérations des partenaires, et que donc nos calculs à ce stade indiquent que chaque mois, le même niveau d'opération, en fait, coûte 74 millions de dollars en plus. Et ça permettrait de couvrir les besoins d'une ration alimentaire journalière pendant un mois pour près de 4 millions de personnes. Vous voyez la différence que ça peut faire. Suite. Voilà, là, on arrive à la fin, c'est un peu les solutions. Okay. Alors, la première nécessité urgente, immédiate, c'est de fournir une assistance alimentaire et au-delà une assistance humanitaire à l'échelle. Et c'est immédiat. Il nous faut ça pour éviter le pire. Vous voyez tous les nouvelles en Somalie.
Il se trouve qu'il y a d'autres pays qui sont dans des situations qui sont comparables, analogues. Un certain nombre sont en Afrique, tels que l'Éthiopie, le Soudan du Sud, mais on a aussi le Yémen. Et la situation au Sahel est elle aussi particulièrement inquiétante, bien qu'on n'ait pas encore identifié au niveau du Sahel, si on exclut le nord nigérien, des poches déjà de famine. Donc voilà, réponse humanitaire immédiate, maintenir le commerce international, éviter donc ces blocus ou fermer les exportations, augmenter la transparence des marchés. Ça, c'est toujours très important. Et puis alors, de façon plus structurelle et avec un regard qui se porte plus sur le moyen et long terme, c'est qu'il faut repenser les politiques agricoles et énergétiques, notamment en visant une diversification des sources d'importation pour un très grand nombre de pays, que ce soit en matière donc alimentaire ou énergétique. Et puis la dernière chose, c'est que certains pays ne vont pas être en mesure de payer le surcoût de leurs importations. Okay, ça coûte maintenant beaucoup plus cher d'importer le même niveau, la même quantité de denrées alimentaires, et beaucoup de gouvernements n'auront pas la capacité de le faire. D'où l'idée de mettre en place une espèce de facilité, on appelle ça une facilité, un fonds, qui pourrait aider ces pays à justement couvrir ce différentiel de coûts pour qu'ils puissent continuer d'importer les mêmes quantités, les quantités requises. La FAO a déjà fait ses calculs en la matière. Ça pourrait coûter de l'ordre de 25 milliards de dollars si on couvrait totalement, gratuitement, ce différentiel de coûts. Voilà, j'en ai fini. J'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps de parole. Évidemment, je me réjouis de la conversation que nous allons bientôt avoir. Merci. Merci beaucoup, Giancarlo, pour cet aperçu macro de la crise alimentaire mondiale. Nous allons justement passer un regard micro, en l'occurrence en zoomant sur le terrain et en ayant aperçu la situation au Niger. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mahaman Rabilou Abdou. Vous travaillez depuis une quinzaine d'années avec plusieurs organisations internationales au Niger et dans la région du Sahel, dont Concern, Oxfam, Lux Développement et plusieurs programmes régionaux de l'USAID. Vous êtes expert des questions financières et vous êtes actuellement le directeur de SUICED au Niger. Je vous cède la parole. Merci beaucoup, Patricia. Merci à tout le monde. Et c'est un plaisir pour nous aussi de parler à un niveau micro, la situation et l'impact de la crise d'Ukraine sur la sécurité alimentaire au Niger. Et déjà, Delphine a planté le décor en listant les difficultés déjà que des pays comme le Niger rencontrent. La présentation de Giancarlo vient justifier et renforcer la situation du Niger vue vraiment sur l'angle international, et ma présentation va donner plus de détails sur comment est-ce que SUICED voit cette situation au Niger. Donc, ma présentation d'abord est articulée sur trois aspects. D'abord, je voulais rappeler le contexte multiforme de crise au Niger avant la crise Ukraine. Maintenant, parler de cette crise Ukraine et ses impacts sur le Niger et comment est-ce que SUICED Niger voit cette situation sous un angle agroécologique, bien sûr, et comment est-ce qu'on peut, à notre avis, sortir de cette impasse. Sans trop tarder, je voulais déjà rappeler quand même que le Sahel, de manière générale, et le Niger en particulier, traverse une situation d'insécurité sans précédent. Et actuellement, quand on regarde, le Niger fait face à plusieurs fronts d'insécurité. On parle de la zone des trois frontières qui implique le Niger, le Mali, le Burkina Faso, où nous avons beaucoup d'incidents de sécurité qui sont en train de monter, ou je dirais doubler. Et nous avons déjà une situation de vulnérabilité, une situation intenable sur le bassin du lac Tchad.
Et en plus de cela, nous avons maintenant une montée grandissante du banditisme dans pratiquement toute la partie du pays, particulièrement les régions d'Agadez, de Maradi et de Tawa. Donc, déjà, la situation au Niger était caractérisée par ce climat intenable en lien avec les sécurités. Puis vient la crise alimentaire suite à, quand même, quand on voit le schéma présenté initialement par Giancarlo, nous avons déjà cette crise climatique. Là, je vous présente deux cartes, deux situations venant de OCHA, du programme des Nations Unies sur la coordination des activités humanitaires. Là, nous avons cette carte qui est à ma gauche. Ça, c'est la situation l'année dernière à pareil moment. C'est la situation de sécurité alimentaire. Donc, on voit quand même comment on dit, il y a plus ou moins une situation moins grave que celle qui est à ma droite, où actuellement, le Niger, on estime à peu près à 4,4 millions de personnes qui sont en phase d'insécurité alimentaire. Phase 3, ça veut dire vraiment qu'on est dans une phase de crise, et phase 4, ça veut dire qu'on est vraiment dans l'urgence. Moi, je dirais qu'on est en train de frôler la phase 5 qui est carrément, qui tend vers la famine. Et je voulais surtout rappeler que ces chiffres de 4,4 millions, quand on regarde l'année passée, au mois de novembre, où le gouvernement du Niger a mobilisé les partenaires, en ce moment, on parlait de 2 millions et quelques de personnes qui étaient en situation à risque, en situation d'insécurité alimentaire. Ce chiffre a augmenté à 3 millions et aujourd'hui, vous voyez, on est à 4 millions. Et ça ne cache pas vraiment l'effort du gouvernement et de tous les partenaires qui sont actuellement et activement en train de faire des efforts pour avoir des programmes en appui avec la population, y compris SUICED, mais vous voyez que la situation ne cesse de se détériorer. Quand on regarde l'angle malnutrition aiguë, nous sommes à 12,5% aujourd'hui, alors que le seuil d'alerte au Niger est de 10%. Donc là, c'est la situation l'année dernière à pareil moment à ma gauche, toujours, par rapport à cette situation actuelle au Niger où quand même on voit vraiment un pic d'insécurité et de malnutrition aiguë au niveau des enfants de l'UNICEF. Alors, quel est l'impact de la crise Ukraine maintenant? Là, c'était la situation avant qui montrait déjà cette situation de crise, malheureusement au Niger, dans quasiment toutes les régions du pays. Maintenant, l'impact de la crise Ukraine, quand on regarde la présentation de Giancarlo, pour un pays comme le Niger, vous voyez comment est-ce que comment on dit, la situation devient encore plus intenable. Si des pays, par exemple, comme les États-Unis, comme les grandes puissances, ressentent cette inflation, que dirions-nous des pays comme le Niger, qui déjà le Niger dépend complètement en partie, en tout cas, des importations des céréales, des importations de beaucoup d'aliments, parce qu'on ne les produit pas. Donc aujourd'hui, c'est une situation qui aggrave la crise avec l'inflation. Un exemple, c'est que parfois, beaucoup de nos compatriotes regardent l'angle comment est-ce que le Niger pourrait être impacté par la crise ukrainienne du moment où nous n'importons pas des produits directement venant de la Russie ou bien de l'Ukraine. C'est ça que en fait les gens se disent à l'esprit, mais un pays qui dépend de ses voisins. Actuellement, on dépend des importations de l'Algérie, des importations venant du port du Bénin, du Nigeria. Donc, c'est impossible qu'on ne puisse pas dire qu'il y a une aggravation de crise sur le Niger sur cette situation. Par exemple, la flambée des prix du pétrole de manière globale dans le monde impacte sur le transport. Et si le Niger n'a pas de port, n'a pas de débouché, donc c'est clair qu'on puisse ressentir l'implication, une inflation grandissante sur les produits que nous importons de ces pays. Deuxième élément, si on regarde par exemple cette rareté de céréales, ça crée un déséquilibre mondial. Donc ça veut dire qu'on est dans une situation où vous avez plus de demandes par rapport à l'offre, et c'est normal aussi qu'on puisse sentir une situation d'inflation des prix. Donc actuellement au Niger, quand on regarde quelques exemples que nous avons, le prix de l'huile végétale augmente de 67%. Compte tenu de la rareté du blé, la baguette du pain augmente de 33%. L'aliment bétail, 106%, et les engrais,
plus de 80%. Actuellement, on parle même peut-être de 100%. Tout cela, c'est la dépendance du Niger vis-à-vis de ses importations et de tout ce qui est en lien avec le commerce international. Donc, vous voyez clairement que cette situation, comme l'a présenté aussi encore une fois le président Giancarlo, ça ne pourrait que augmenter et prendre une tournure quand même, je pense, grave et intenable. Donc, moi, je dirais que fait maintenant SUCED au Niger et que propose SUCED pour régler cette crise. Donc, SUCED, de manière globale, est une institution qui fait la promotion de souveraineté alimentaire via une approche agroécologique. Donc, nous, au même titre que le Niger, nous renforçons ce sentiment de renforcer les organisations paysannes, les paysans au niveau local pour pouvoir faire l'agriculture de manière agroécologique parce que nous pensons que le paysan n'a pas assez d'argent pour acheter de l'engrais chimique. Donc, nous proposons cette agroécologie qui est, en d'autres termes, en français facile, une agriculture qui est basée sur une méthode quand même liée à un cycle naturel et qui respecte de l'environnement. Donc, pour nous, et d'ailleurs, je pense qu'on a parlé d'une étude de la FAO qui estime à peu près que le paysan qui adopte une approche agroécologique améliorerait son revenu de 30%. Donc, nous, au Niger, et en même temps, en tout cas de manière globale, SUCED de renforcer cette approche pour que le travail avec les organisations paysannes soit orienté sur cela. En plus de cela, le Niger, par exemple, n'arrive pas à se défaire de ce cycle récurrent de sécheresse. Donc, nous faisons la promotion des semences à cycle court. Aujourd'hui, il n'en est un secret pour personne que on sent quand même cette instabilité climatique, cette rareté de pluie. Actuellement, en temps normal au Niger, à pareille période, on aurait eu beaucoup de pluie. Ça fait plusieurs jours que même la Niamey, qui est quand même dans une zone plus ou moins, je crois, climatique équilibrée, on n'a pas eu de pluie. Ce week-end, on était sur le terrain avec le maire d'une communauté au niveau du Douti qui parle que si d'ici le 15, il n'arrive pas à avoir une pluie, lui, il ne va pas prétendre à planter quoi que ce soit. Donc, nous, pour nous, on fait la promotion des semences à cycle court qui ont à peu près une durée de 4 à 5 semaines et pour nous, c'est la meilleure approche pour un pays comme le Niger de s'autosuffire alimentaire. Et dans les recommandations aussi de la présentation précédente, on a dit qu'il faut changer notre approche, il faut changer notre, comment on dit, notre train de vie, notre habitude alimentaire. Donc, nous allons nous aligner avec les partenaires ici pour renforcer cette approche. Et je pense que pour vraiment juguler cette crise, la meilleure manière, c'est qu'on puisse renforcer les productions locales avec les communautés au niveau local et ne plus dépendre de ces importations. Donc, vraiment, de manière globale, voilà comment est-ce que nous, on voit les choses au Niger. C'est un peu limité compte tenu du temps, mais j'envisage et j'encourage les uns et les autres à visiter la page site web de SUCED. On a beaucoup de vidéos YouTube sur le programme d'urgence que SUCED met actuellement, que d'ailleurs le Niger, ça fait des années que SUCED n'a pas mis en place un programme d'urgence, mais au vu de la situation, nous avons tenu de mettre en place un programme d'urgence et déjà, je profite de l'occasion pour remercier tous nos bailleurs de fonds qui se sont mobilisés sur cet angle et nous allons renforcer maintenant la collaboration et les plaidoyers pour sensibiliser tous les autres partenaires et toutes les autres institutions à avoir cette approche. Donc, merci encore une fois de plus. C'est un plaisir pour moi de présenter cette section micro de la situation en Ukraine. Je vous remercie. Merci Rabilou, merci également à Giancarlo. Nous le comprenons facilement en écoutant nos deux intervenants du jour. La situation alimentaire mondiale est très préoccupante. C'était déjà compliqué. Les changements climatiques, la Covid sont venus en rajouter une couche et maintenant la guerre en Ukraine ne fait qu'empirer les choses. Malheureusement, on va vers le pire. Ce qui ressort également
de vos présentations, et notamment de la vôtre, Rabilou, c'est qu'il existe des pistes, il existe des solutions. Tout n'est pas noir. Et ces solutions ne sont pas forcément difficiles à mettre en place. On entend aussi bien l'importance des circuits courts, l'approche agroécologique, dont on aura peut-être l'occasion de parler tout à l'heure dans le cadre de la discussion, et cette idée d'une souveraineté alimentaire locale. Ce qu'on se demande souvent, c'est ici en Suisse, ce qu'on peut faire. À titre personnel, en tout cas, ce que je viens d'entendre m'amène à m'interroger sur nos modes de consommation ici en Europe et en Suisse. Nous allons ouvrir la discussion. Je vous donne quelques informations pratiques à ce sujet. Donc, cher public virtuel, vous avez deux manières d'intervenir. La première étant la petite icône avec la main levée. Donc, elle se trouve en bas à droite de votre écran. Donc, vous pouvez cliquer sur cette main et nous vous donnerons la parole dans la mesure du possible. À noter que quand vous prenez la parole, il faudra bien penser à ouvrir votre micro pour qu'on vous entende. Et puis, il faudra auparavant accepter l'invitation qui vous sera envoyée à devenir panéliste. C'est seulement à ce moment-là qu'on vous verra apparaître. L'autre possibilité, c'est de poser vos questions directement dans le chat, donc par écrit. Et à noter également que dans le cadre d'une communication de votre part très abondante, si nous n'avions pas l'occasion de prendre toutes les questions, vous avez bien évidemment aussi la possibilité d'adresser vos commentaires à Suicide directement, donc info@suicide.ch. J'ouvre de ce pas la discussion. Nous avons reçu une première question par écrit qui émane de Laurent, qui nous demande quelle est l'évolution de cette souveraineté alimentaire locale depuis que Suicide est présent au Niger. Donc cette question s'adresse bien évidemment à Rabilou. Merci beaucoup. Et effectivement, hein, pour Laurent, Suicide intervient surtout dans la région de Dosso. Et la région de Dosso est l'une des zones aujourd'hui, je pense, quand même ça contribue, une des zones où quand même le maraîchage, par exemple, les activités agroécologiques sont intenses. Et nous renforçons cela en travaillant avec 11 organisations paysannes dans 11 communes qui ont à peu près des milliers d'adhérents. Donc, nous faisons des activités assez importantes qui aujourd'hui amènent à un niveau de production importante de ces cultures qu'on appelle les cultures à cycle court. Et là, maintenant, avec ces analyses qu'on a pu faire, il faut maintenant faire un travail de consommation. Parce que le principal problème qui se passe maintenant, c'est que nous avons des habitudes alimentaires différentes. La consommation de moringa maintenant commence à prendre de l'ampleur, l'amarante, ça reste beaucoup. Alors que, par exemple, on pense à avoir un substitut du blé, on peut faire du pain, par exemple, basé sur des céréales. Donc, logiquement, nous, on a un programme maintenant, 10 années, qu'on appelle Crops for SD, à un dispositif pour mettre en place cet équilibre, pour tirer du sens de la consommation, pour avoir maintenant plus impacté sur ces changements d'habitudes alimentaires. Nos programmes d'urgence que nous sommes en train de mettre vont renforcer cela. Récemment, au mois de mai, nous avons fait une foire semence qui a mobilisé, y compris les chercheurs, pour réfléchir sur comment est-ce qu'on peut améliorer l'accessibilité aux semences de qualité. Et on prévoit dans les semaines à venir de renforcer tous ces dispositifs par des campagnes de sensibilisation et des foires semences qui vont vraiment renforcer ce dispositif de plaidoyer. Donc, voilà un peu ce que je voulais répondre. Et je pense que dans les semaines à venir, vous aurez en tout cas une montée en puissance de ces actions de sensibilisation pour surtout influencer sur nos changements de comportement. Voilà. Je rebondis moi-même sur ce que vous venez de dire, Rabilou. Vous avez, durant votre présentation, évoqué le fait que dans une approche agroécologique, c'était environ, on estimait à 30% d'avantages ou de plus, de bénéfices supplémentaires pour les paysans. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus et nous dire quelles sont les raisons, au fond, quels sont les principaux avantages? OK. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous voyez, quand on prend un paysan qui n'a même pas, quand on regarde le SMIC au Niger est très limité, si vous devez acheter déjà des semences,
si vous devez acheter des engrais qui sont importés, aujourd'hui, le sac de l'engrais est passé de 13 000, ça a plus que doublé. Et c'est rare parce que l'État aussi a retiré des subventions. Donc, ça voudrait dire que dans le pouvoir d'achat du ménage, vous devrez prévoir des dépenses supplémentaires alors que vous avez même eu la peine à assurer votre survie. Et malheureusement, on s'est rendu compte que c'est devenu quand même quelque chose de, comment on dit, la compréhension d'un paysan, c'est qu'il n'est pas suffisamment informé de l'avantage de cette approche agroécologique. Et pour lui, il faut nécessairement acheter des semences, des engrais pour assurer une productivité. Donc, vous voyez, si aujourd'hui on amène ces paysans à mieux comprendre cette approche, à utiliser cette approche agroécologique et ne plus dépendre comment on dit, de ces importations et de ces semences chimiques et de ces engrais chimiques, c'est clair que dans son pouvoir d'achat, il aura gagné un certain nombre de sommes d'argent qu'il pourrait investir sur des questions beaucoup plus importantes que celle d'acheter des semences. Voilà un peu comment est-ce que nous on voit. Donc, vous mettez aussi là le doigt sur l'importance de l'information et de la communication, et non pas seulement d'une aide logistique, au fond, hein, et structurelle. Oui. Et aussi avoir des politiques quand même qui sont orientées sur le renforcement de cette pratique agroécologique. Christophe nous pose une question. Il nous écrit que l'action de Suicide est limitée à son échelle et se demande si Suicide mène un lobby auprès de nos autorités pour un changement de politique globale, pour apporter des solutions globales en rapport avec les questions détaillées par M. Thierry. Il ajoute: la Suisse n'encadre presque pas le commerce de matières premières, par exemple, dont une majeure partie passe par la Suisse. À vous, M. Thierry, la question: de quels autres leviers la Suisse dispose-t-elle? Oui, merci. Ça me permet de commencer par la coopération qu'il y a déjà donc, entre le Programme alimentaire mondial et la Suisse. Alors, étant suisse moi-même, je ne suis peut-être pas vraiment neutre dans cette conversation, mais j'aimerais dire que la Suisse est plus qu'un donateur pour le Programme alimentaire mondial. C'est vraiment quelqu'un, des institutions avec lesquelles on peut avoir des conversations très, très enrichissantes. Au-delà des... en 2021, la Suisse a fourni 112 millions de dollars au PAM, ce qui n'est pas rien, je pense que nous pourrons en convenir. Ce que fait aussi la Suisse pour le PAM, c'est que la plus grande partie de sa contribution, elle est versée à un fonds de réponse immédiate que gère le PAM de façon flexible. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des financements flexibles que le PAM peut allouer dans différents pays en fonction des besoins et des acuités des différentes crises. Ça, c'est très, très important. La Suisse déploie aussi un très fort plaidoyer, que ce soit au sein du Programme alimentaire mondial ou à l'extérieur, sur des sujets qui sont importants comme la protection en général, la redevabilité auprès des populations affectées. Donc, il y a là un dialogue important pour ne pas oublier les principes humanitaires. Ça, c'est très, très important dans le contexte actuel où nous voyons que la neutralité, l'impartialité, l'indépendance de l'action humanitaire sont mal comprises dans certains contextes. Et puis la Suisse a aussi sa politique de bons offices, parce qu'il est évident que le nombre de conflits doit diminuer. Sinon, nous allons rester dans la situation dans laquelle nous sommes. La réponse première, c'est vraiment la diminution
du nombre de conflits. Et puis, enfin, ces bons offices se traduisent aussi, on l'a vu récemment avec la conférence de Lugano, où la Suisse a été hôte de cette conférence pour trouver un cadre pour la reconstruction de l'Ukraine. Donc, un rôle important que la Suisse joue. Encore une fois, pas très neutre là, peut-être. Peut-être pour ajouter un mot, je passe la parole à Sonia Kirel de Suissed. Sonia, vous voulez compléter? Est-ce que vous m'entendez? Alors, non, je crois qu'on ne vous entend pas. Là, est-ce que vous m'entendez? Cette fois, je crois que c'est bon. Alors, je ne sais pas si on entend Sonia. Moi, j'ai je vois le son qui est coupé à l'écran. Je vais peut-être demander à Giancarlo Rabilou, est-ce que vous entendez Sonia? Voilà, cette fois, c'est bon. Voilà, c'est bon, exactement. Merci beaucoup pour la Merci de nous parole. rejoindre, Sonia. Voilà, je travaille aussi pour Suissed. J'aimerais juste répondre à la partie du plaidoyer. En tant que Suissed, nous sommes très conscients des défis au niveau politique pour pouvoir atteindre plus de monde avec des alternatives comme l'agroécologie, par exemple. Et dans ce cadre, nous nous sommes investis lors du sommet des Nations Unies l'année passée sur les systèmes alimentaires, qui a donc été mené par Antonio Guterres lui-même. Nous nous sommes investis pour placer l'agroécologie tout en haut de l'agenda. Donc, ça fait partie de nos activités et c'est ce genre d'engagement qui va effectivement permettre aussi un changement de paradigme au niveau des pays comme le Niger, qui va en tout cas aider et soutenir ce changement de paradigme. Je passe peut-être la parole à Rabilou. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Tout à fait. Ce que je voulais compléter, c'est effectivement allant dans le sens de ma collègue qui vient d'intervenir. Et au niveau pays, Suissed travaille déjà avec beaucoup d'institutions scientifiques pour développer vraiment et faire comprendre cette approche agroécologique. Et pour renforcer cela, dans les mois et dans les semaines à venir, au mois d'octobre, nous envisageons encore de faire une conférence nationale sur les questions agroécologiques. Conférence à l'issue de laquelle nous voulons renforcer les plaidoyers sur cette question agroécologique en présence de quasiment tous les chercheurs, tous les partenaires au niveau national et les politiques pour pouvoir vraiment renforcer cette compréhension. Est-ce que vous avez l'impression qu'en Suisse, on est mûr pour cette approche et pour aller de l'avant? Comment est-ce que vous sentez la Suisse par rapport à ces thématiques? Oui, en Suisse, on est mûr parce que je pense que ça fait, je pense, 75 ans que Suissed travaille sur ces questions agroécologiques. Il y a beaucoup de plaidoyer au niveau siège qui est fait. Rien que l'année dernière, de manière mondiale, Suissed a travaillé avec 52 000 paysans pour renforcer leur compréhension sur les questions agroécologiques. Pour moi, il y a beaucoup qui est en train d'être fait et ça nécessite davantage de support et d'être supporté pour que quand même on puisse trouver une échelle plus importante, je pense, pour avoir mieux d'impact. Christophe nous pose une question à M. Thierry, à savoir par rapport au marché agricole qui passe par la Suisse. Alors, je me demande si, Christophe, peut-être vous pourriez préciser votre question. Voilà, exactement. Sauf à moins que ce soit moi qui ne l'ai pas du tout comprise. Pour vous, ce n'est pas clair non plus, M. Thierry. Voilà. Je vous laisse peut-être la préciser. J'en profite alors pour en poser une moi-même. À M. Thierry, j'ai été interpellée dans votre présentation par la question de la concentration des marchés, notamment des céréales. Vous parlez carrément d'oligopole et vous avez indiqué que si on se trouvait dans le domaine de la finance, ce serait fortement déconseillé, une telle concentration. Alors, pourquoi est-ce que c'est le cas sur le marché des céréales? Et comment, le cas échéant, c'est une double question, excusez-moi, est-ce qu'on peut faire pour déconcentrer le marché? Alors, comment on en arrive là, ce serait un peu difficile à dire et peut-être un peu trop long. On sait que certains pays ont compris avant d'autres la dimension géostratégique des denrées alimentaires et des céréales en particulier.
Ça, je pense que c'est un élément important. Maintenant, cette diversification va prendre du temps. On n'opère pas de tels changements qui sont des changements structurels du jour au lendemain. J'ai entendu parler de souveraineté alimentaire. C'est un sujet qui fait débat. D'abord parce qu'on n'est pas sûr de savoir ce que ça veut dire dans les faits. Mais une des idées, c'est de diversifier les sources, un, d'approvisionnement et deux, des types de produits aussi. Là, il y a une marge qui est plus immédiate pour de nombreux pays pour opérer cette diversification. Il y a une chose que beaucoup de spécialistes s'accordent à dire, c'est que augmenter la production agricole avec des systèmes de production tels qu'ils sont, c'est probablement pas une solution, ça. En tout cas pas pour le moyen terme, puisque le problème est bien là, en fait, à la base. C'est la façon dont on produit certaines denrées alimentaires clés. Enfin, j'aimerais saisir cette occasion pour dire que, en fait, il n'y a pas une solution. Il n'y a jamais une solution à un problème. C'est un ensemble de solutions qui contribuent ensemble à atténuer ou remédier la situation. On a parlé de bouger vers une agriculture plus agroécologique, limiter les pertes le long de la chaîne de production alimentaire offre aussi des opportunités de gains assez conséquentes. On a parlé des diètes, sans demander à tout le monde de devenir végétarien du jour au lendemain. Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse en effet sur la consommation de viande animale. Ça, c'est quelque chose que beaucoup proposent. Il y a une chose dont on ne parle pas aussi, c'est de mieux exploiter et de mieux utiliser les systèmes de filets sociaux de sécurité. Ça permet d'atténuer des crises, en soit augmentant, en faisant probablement les deux, en augmentant la valeur du transfert vers les personnes les plus vulnérables et en incluant plus de monde dans ces filets de protection sociale. Et les pays à bas revenus ont évidemment toutes les peines du monde à faire ça, parce qu'elles n'ont pas les financements pour le faire et pour atténuer donc les impacts. Il y a beaucoup d'autres mesures qui sont préconisées et je pense que l'ensemble de ces mesures, c'est ça qu'il faut regarder. Il n'y a pas la baguette magique, la chose qui va tout régler. Christophe nous a rejoint, peut-être bonjour Christophe, pour préciser la question, je vous laisse la poser directement à Giancarlo. Oui, merci beaucoup pour cette table ronde intéressante. La Suisse, elle a un rôle effectivement politique, de bons offices, etc. Elle fait beaucoup de choses avec sa main gauche positive, etc. Elle a une autre main qui est celle de la politique économique, notamment celle de défendre ces grandes entreprises comme Nestlé. Là, on voit un cas, par exemple, qui a été dénoncé récemment par Publica et qui montre que le SECO intervient pour que le Mexique, par exemple, ne puisse pas étiqueter des produits de malbouffe, en fait, où il y a trop de sucre, par exemple. La Suisse a aussi un rôle à jouer au niveau économique et il y a le marché des marchés agricoles, notamment du blé et d'autres céréales, passe par la Suisse. La Suisse ne pourrait pas jouer un rôle en matière de régulation des marchés agricoles, notamment en Suisse, ou d'autres sphères, comme je ne suis pas du tout un spécialiste du dossier, est-ce qu'il n'y a pas d'autres sphères où la Suisse pourrait avoir un impact fort sur les prix, sur les questions du fond du problème?
Giancarlo, je vous laisse répondre. Moi, j'ai envie de dire, ça, c'est une question qu'il faut poser au gouvernement suisse, pas au Programme alimentaire mondial. C'est des débats dans lesquels nous ne souhaitons pas vraiment entrer. On a fait, je vous ai montré tout à l'heure la liste des recommandations au niveau global qu'avec la FAO, on pense être un bon début pour remédier à la crise. Mais il y a une chose qu'une organisation onusienne ne fait pas habituellement, la plupart du temps, c'est de critiquer les politiques de certains États. Ce que l'on peut faire, c'est un dialogue un peu plus confidentiel pour laisser entendre que certaines mesures qui sont peut-être un peu difficiles à faire passer au niveau de politique interne ont des avantages certains pour les populations les plus démunies. Et là, en tant qu'humanitaire, nous, on se doit de préserver cette position autour des principes humanitaires qui nous permettent d'opérer et de continuer d'opérer avec le plus grand nombre de gouvernements, des groupes armés dans certaines zones. Et ça implique parler avec des gens qui ont en effet des vues qu'on pourrait considérer assez discutables sur un certain nombre de choses. Donc là, c'est plus un travail pour les organisations notamment non gouvernementales, de mener des campagnes pour influencer une politique nationale qu'ils estiment pas être la bonne. Je suis désolé de fournir un peu une réponse en forme de langue de bois, mais nous sommes des militants de la cause des personnes les plus vulnérables dans des situations d'urgence, et le 70% des cas, c'est un conflit. Okay. Et là aussi, nos moyens sont quand même limités pour résoudre le conflit, parce que c'est au-delà de notre mandat. Merci. Florence nous pose une question. Ne peut-on converger vers un mécanisme de plafonnement de la production de biocarburants à partir de maïs au niveau international et au niveau de l'ONU quand de telles crises éclatent? Alors, je ne sais pas si Giancarlo, sans tomber dans la langue de bois, si vous pouvez vous exprimer sur cette question, brièvement. Je crois que une chose qu'on n'a pas de difficulté à dire, c'est qu'il nous semble qu'un certain type d'agriculture n'est pas vraiment viable à moyen et long terme, surtout à la lumière de la crise climatique. Donc, sans pouvoir me prononcer sur cette mesure-là, il y a en effet toute une liste de recommandations ou de chemins de politique générale en matière agricole et aussi énergétique qui pourraient, oui, clairement, contribuer à une amélioration de la situation. Les biocarburants ont déjà été désignés comme quelque chose d'un peu problématique à la lumière de cette raréfaction des denrées de base, tout comme certaines politiques énergétiques basées sur de l'énergie fossile. Je crois qu'il y a une prise de conscience de plus en plus que c'est pas viable à moyen terme. Et enfin, ces histoires de diète, par exemple, on sait aussi que
une grande partie de la production de céréales est en fait destinée à consommation animale. Okay. On sait très bien qu'une protéine animale demande un très très grand nombre de protéines végétales pour être produites. Okay. Donc là, oui, c'est toutes des options qui s'offrent aux différents gouvernements et au-delà à la communauté internationale. Laurent nous demande ce que représente l'industrie agrochimique au Niger. Est-ce que Rabidou, vous êtes en mesure de répondre à cette question? J'allais dire que je suis peut-être la personne la plus mal placée pour le répondre parce qu'on encourage l'agroécologie. Mais quand même, je pense que ça manque des chiffres de manière globale, spécifiquement maintenant, du moment où l'État se désengage et laisse le secteur privé gérer cette question d'engrais. Donc, mais nous, à notre niveau, tout ce qui on fait la promotion comment on dit, la promotion de l'agroécologie et on pense que quel qu'en soit le pourcentage lié à ces engrais chimiques, donc ça a toujours un impact sur le pouvoir d'achat du paysan et ce qu'on est conscient. Rabidou, puisque votre micro est allumé et que nous arrivons gentiment au terme de cette conférence-discussion, on est passablement passé du côté du macro. J'aimerais revenir brièvement sur le terrain. Au quotidien, les gens doivent continuer à vivre, continuer à se nourrir malgré la crise. Alors, comment est-ce que les gens se débrouillent sur le terrain? Quelles sont les solutions créatives qu'ils mettent en œuvre? Qu'est-ce que vous observez du côté du Niger? Alors, ce qu'on observe du côté du Niger, déjà face à lien avec cette crise sécuritaire, c'est que cette crise, comment on dit, cette inflation et cette crise sécurité alimentaire, vous avez une migration, une sorte de migration de personnes quittant les villages sur les centres urbains. Sur les villages, les gens qui restent sur le terrain n'ont pas assez d'argent pour pouvoir s'autosuffire. Vous avez parfois une sorte de troc. Par exemple, quelqu'un qui fait un troc entre sa chèvre pour avoir, par exemple, un sac de mil et demi, donc pour pouvoir survivre. C'est ça que nous avons observé sur le terrain dans nos zones d'intervention. Et là, par exemple, avec nous, les semences que nous distribuons, avec les kits alimentaires que nous distribuons pour une période limitée à 3 mois, donc nous encourageons les personnes à plus migrer sur l'usage de ces semences à cycle court, parce que si en un mois, tu es capable de faire des récoltes, donc pour nous, c'est la meilleure approche durant cette période de pluie, de pouvoir récolter plus, donc planter plus. Donc malheureusement, sur le terrain, on assiste à parfois des situations très touchantes, très graves au niveau des populations que nous supportons. Ce week-end, j'étais par exemple à Matankari, une des communes où nous intervenons. Et nous sommes actuellement au 2e passage de distribution de kits alimentaires. C'est un programme d'urgence qui est cofinancé par la DDC au niveau du Niger, au pays. Donc, une des dames à qui je posais la question, on lui offre un sac de riz de 25 kg, un sac de niébé de 25 kg, de l'huile et du sel. La question que je lui pose, c'est que toute cette ration alimentaire qu'on lui donne, ça lui permet de faire combien de temps? Elle me répond que ça ne lui fera que 2 semaines, malheureusement, parce que non seulement elle est veuve, et deuxièmement, elle a aussi en charge ses petits-enfants, parce que son enfant est parti en exode, donc elle se retrouve comme étant la chef du ménage, et que tous ces kits alimentaires que nous lui donnons ne lui couvrira que 2 semaines. Donc, vous voyez à quel point est-ce que tous les efforts que tous les partenaires au-delà de Suicide font au Niger sur le terrain, ça s'avère insuffisant. Surtout que ce chiffre est en train de grandir. L'enveloppe que nous avons initialement pour faire plus d'activités ne nous permet pas de faire toutes ces activités, ça nous limite. Donc, c'est vraiment une situation déplorable que je crois aujourd'hui tout le monde est conscient, y compris le PAM au niveau local, parce que je vois récemment, par exemple, qu'il y a l'accès, cette crise impacte y compris sur la desserte des vols des humanitaires sur le terrain. Donc, vraiment, je pense qu'on tend clairement vers des situations
encore qui vont vraiment renforcer l'invulnérabilité de la population et il va falloir dès maintenant qu'on se dise. Merci Rabilou. Une toute dernière question qui nous vient de Laurent. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition de ce qu'est la souveraineté alimentaire? OK. Pour nous, la souveraineté alimentaire, c'est vraiment la capacité d'un État à s'autosuffire de manière alimentaire. Donc, pour nous, c'est de ne plus dépendre un peu de ces importations, c'est quand même avoir des dispositifs agricoles importants qui nous permettront de réguler un peu l'offre et la demande au niveau pays. Donc, il est difficile vraiment de parler de cette question pour un pays comme le Niger, face avec cette crise, avec parfois des saisons de sécheresse, parfois des saisons d'inondation, mais c'est ça qu'on renforce et aujourd'hui, nous, à Suisse, ce qu'on propose, ce sont des semences quand même qui sont un peu plus résistantes et un cycle court pour pouvoir permettre à des ménages de pouvoir mieux tenir. Merci beaucoup. Merci à nos deux intervenants. Rabilou, Giancarlo, merci à Suissed pour l'organisation de cette discussion, cette conférence discussion. Et comme indiqué précédemment, si vous avez envie de prolonger la discussion, de faire parvenir vos commentaires, n'hésitez pas à le faire à l'adresse email de Suissed, donc info@suissed.ch. Et comme indiqué également, l'enregistrement de cette conférence sera disponible en ligne sur le site de Suissed. Une excellente suite de journée, une excellente suite et fin de semaine. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.